Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs, le balado qui déboulonne des mythes et des idées reçues. Dans cet épisode, on va parler de menstruation et je suis avec Kathleen Couillard, une des journalistes qui travaille au Détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse. Ça fait combien de temps que tu es dans l'équipe, Kathleen? Je collabore au Détecteur depuis 2020. Oui, quand même. Puis tu t'es fait vraiment une grande spécialité des sujets en famille aussi, toi, dans ta carrière de journaliste scientifique. Oui, j'aime vraiment tout ce qui touche les enfants, même la grossesse et tout ça, c'est des sujets que je trouve très intéressants. OK. Mais aujourd'hui, on va parler d'un mythe que tu as déboulonné. C'est celui selon lequel les menstruations se synchronisent chez les femmes qui habitent sous le même toit. Oui, un sondage qui a été fait en 2016 là, révélait que c'est 95% des femmes qui y croient, puis 90% qui disent qu'elles l'ont vécu elles-mêmes. Puis je t'avoue que quand j'ai commencé à faire la recherche, j'y croyais un petit peu. On est 3 filles à la maison. Je me disais, peut-être. Ouais. Mais il faut dire que c'est tellement ancré dans la culture populaire. Là, on en entend parler dans des séries télé comme Big Bang Theory, Sex and the City, The Office. Les femmes veulent vraiment y croire. D'un côté, ça enlève un petit peu le stigma là, sur les menstruations. Ça crée un lien entre les femmes, comme un genre de sororité. Ça répond à ce besoin-là de solidarité. Puis aussi, il y a comme un petit côté un peu magique ou naturel qui est intéressant. Puis on comprend pas trop non plus ce qui est derrière ça. Justement, toi, tu t'es intéressée à l'origine de cette rumeur-là. Est-ce que tu as pu la retrouver, justement? Ben oui, c'est une étude qui a été publiée en 1971 dans Nature. Donc, la preuve que c'est pas parce qu'on est publié dans une grande revue que c'est nécessairement une étude de qualité par une scientifique qui s'appelle Martha McClintock. Et à l'époque, elle est étudiante à Harvard. Et ce qu'elle remarque, c'est qu'elle entend des filles dire que si elles habitent ensemble ou leurs amis proches, là, elles ont des menstruations en même temps. Oui, donc on peut penser qu'avant même la publication de cet article-là, c'était déjà une idée reçue, hein? Oui, c'était déjà quelque chose que les gens avaient l'impression. Et donc, elle avait en avoir le cœur net et elle va recruter 135 étudiantes universitaires entre 17 et 22 ans. Et dans le courant de l'année, elle va leur demander 3 fois la date de leur dernière menstruation et aussi les femmes qu'elles ont fréquentées là, pendant cette période. Et lorsqu'elle analyse l'écart entre les cycles, elle remarque que effectivement les femmes très proches ou les colocataires, il semble y avoir une synchronisation là, qui s'installe. De leur cycle menstruel. Bon, on dit souvent là, qu'une seule étude, c'est jamais suffisant pour arriver à des conclusions. Ça demande plusieurs études là, avant de pouvoir trancher sur un sujet, en tout cas d'un point de vue scientifique, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui ont pu vérifier là, si l'étude de McClintock, elle était fiable? Non, c'est une étude qui a été très difficile à reproduire. Donc, par exemple, sur 6 études là, qu'on a pu répertorier, il y en a 2 qui ont confirmé les résultats, mais 4 qui sont arrivés à la conclusion contraire. C'est-à-dire que ça fonctionnait pas, qu'il n'y en avait pas de synchronisation. Comment on a pu expliquer ça? Il y a un anthropologue américain, Clyde Wilson, qui a analysé ces études-là pour essayer de voir quel est le problème. Puis, il a identifié 3 lacunes. Premièrement, les auteurs reconnaissent pas que si on prend 2 femmes avec des cycles différents, de longueurs différentes, éventuellement, l'écart va se rétrécir puis s'allonger en alternance. Là, c'est juste mathématique qu'on va observer ça. L'autre chose qu'ils remarquent, c'est que calculer l'écart entre 2 cycles menstruels, c'est plus compliqué que ça a l'air parce que l'écart va varier selon quelle femme on utilise comme point de référence. C'est vrai, ça, oui. Oui, et ensuite, il y a beaucoup de femmes avec des cycles irréguliers qui ont été exclues de ces études-là. Alors, on s'entend que ça peut peut-être un peu modifier les résultats. Oui. Donc, sa conclusion à lui, c'est que oui, c'est peut-être vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une synchronisation, mais en fait, c'est juste une question de hasard. Si on se dit qu'un cycle menstruel fait environ 28 jours, l'écart maximum qu'on peut avoir, c'est 14 jours. Puis si on fait une moyenne, en fait, c'est plutôt 7 jours. Avec des menstruations qui durent environ 5 jours, c'est sûr que ça finit par se recouper. Oui, exactement. Ouais. Donc,
c'est ce qui expliquerait qu'on ait cette impression-là. Une des explications proposées pour expliquer la soi-disant synchronisation des règles là, chez les femmes, c'est le fait que les phéromones pourraient aussi jouer un rôle. Là. Oui, bien c'est ça. Les partisans de cette théorie-là vont dire que les femmes émettent des phéromones et que ces phéromones-là vont avoir un impact sur l'hormone lutéinisante qui déclenche l'ovulation. Et c'est donc ça qui affecterait la durée du cycle. Donc, il y en a même qui disent qu'il y aurait un utérus alpha et que les autres utérus se synchronisent sur celui-là. Mais les anthropologues trouvent qu'il y a un problème avec ça. C'est que si les femmes ont leur menstruation en même temps, elles sont donc fertiles en même temps. Et elles se retrouvent en compétition les unes les autres pour un partenaire. Ouais. Alors, logiquement, l'évolution aurait dû favoriser les femmes qui ne se synchronisent pas. Ce serait elle qui serait avantagée. Oui, puis même, tu dis même dans ton texte que si toutes les femmes étaient synchronisées et donc étaient fertiles aussi en même temps, ça pourrait rendre les hommes confus. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Oui, c'est vraiment ce que certains chercheurs dans les années 70 disaient. On s'entend que c'est un point de vue qui a mal vieilli. Un peu. Et surtout, ça fait pas vraiment de sens là, d'un point de vue de l'évolution. Mais c'est très, très, très drôle. Bref, il n'y a aucune explication biologique crédible pour supporter, dans le fond, cette proposition-là. Il n'y a pas de littérature non plus qui est concluante à ce sujet-là. Donc, bref, c'est plutôt une idée reçue qui n'a aucune base scientifique. Effectivement, puis on n'a même pas observé ça chez des primates là, non humains. Ouais. On s'attendrait à avoir un peu le même phénomène chez les animaux qui sont proches de nous, mais non, on n'a jamais observé non plus. C'est pas le cas non plus. Il y a aussi d'autres croyances qui entourent les menstruations qui courent pas mal. Donc, on pourrait penser, par exemple, celle selon laquelle on a plus d'appétit dans les jours qui précèdent le déclenchement des menstruations. Qu'est-ce qu'il y en est, ça? Qu'est-ce que dit la littérature scientifique là-dessus? Oui, bien c'est ça. Il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles ont plus faim pendant leur menstruation. Ils se demandent, est-ce qu'il y a un lien? Pour répondre à cette question-là, on peut s'intéresser au métabolisme de base. Donc ça, c'est l'énergie que notre corps dépense quand il est au repos. Et ce qu'on remarque, c'est que le métabolisme de base, en fait, il diminue pendant les menstruations. C'est plutôt lorsque la muqueuse de l'utérus s'épaissit que les besoins énergétiques vont augmenter. C'est un peu logique, ça demande plus d'énergie construire la muqueuse que la détruire comme ce qui se passe pendant les menstruations. Et ça, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi on a faim quelques jours avant les règles? Ben oui, d'une certaine façon, parce que comme la demande énergétique est au maximum quelques jours avant les menstruations, ben ça pourrait être logique d'avoir un peu plus faim dans les jours qui suivent pour, disons, refaire nos réserves. Mais c'est quand même pas là, des très, très grandes quantités d'énergie qu'on a besoin. Là, on parle de l'équivalent d'une orange et demie environ. OK, donc dans la centaine de calories, là, pas 1000 calories de plus. Non, exactement. Cela dit, il y a d'autres hypothèses comme les hormones. Il y a des études qui montrent que la progestérone stimule l'appétit. Donc, peut-être ça pourrait expliquer aussi cette augmentation de l'appétit. Intéressant. Bon, en même temps, c'est vrai que les menstruations, ça reste un sujet, un enjeu féminin qui est assez peu étudié. C'est assez étonnant. Puis on l'a vu beaucoup, là, la COVID et le vaccin contre la COVID a mis beaucoup ça en lumière. Ben oui, lorsqu'il y a eu les campagnes de vaccination, dans les médias, là, on a vu des articles où on parlait de femmes qui disaient avoir eu des menstruations plus intenses. Suite à la vaccination. Exactement, après avoir reçu leur dose de vaccin. Il y a une étude qui a été faite auprès de 14 000 femmes qui étaient recrutées sur les médias sociaux et c'est 7 femmes sur 10 qui disent avoir observé un changement. En Grande-Bretagne, l'Agence de réglementation des médicaments dit avoir reçu 41 000 signalements à ce sujet-là. Donc, c'est quand même un nombre pas négligeable. Cela dit, sur le nombre de doses de vaccins, ça nous dit que c'est peut-être pas un effet si fréquent. Ça semble être temporaire, mais c'est probablement vrai parce que ça serait un signe que notre système immunitaire réagit bien au vaccin. Okay. Pourquoi? Parce que la muqueuse de l'utérus, bien, ça fait partie du système immunitaire, donc ça serait logique qu'il y ait une certaine réaction lorsqu'il est stimulé par le vaccin. Et d'ailleurs, ça a déjà été observé pour d'autres vaccins que celui de la COVID. OK. Puis on pourrait aussi supposer que ça serait intéressant d'étudier ça davantage, cette question-là. Là. Oui, parce que jusqu'à présent, ça l'est très peu. On n'en parle pas beaucoup. Par exemple, quand on est allé se faire vacciner, sur notre petit pamphlet d'information qu'on a reçu, c'est ça, on n'en parle pas du tout. Et ça serait pourtant important, tu sais,
d'informer les femmes. Si on est ménopausée, ça peut peut-être nous inquiéter si on a des effets de ce genre-là. Mais il faut dire que l'aspect des menstruations a été quand même plutôt exclu là, des études sur la COVID et dont les essais cliniques sur le vaccin. Pourtant, les menstruations, ben, ça touche quand même la moitié de la population mondiale. Alors, ben, ça serait intéressant de l'étudier davantage. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment l'effet sur la fertilité. Il y a peut-être des femmes qui hésitent à se faire vacciner pour cette raison-là. Oui. Donc, si on l'étudiait davantage, mais on pourrait lutter contre cette désinformation-là. Oui, pour les femmes enceintes aussi, qui ont peur d'avoir une fausse couche. J'ai entendu ça beaucoup. Oui, vraiment, c'est des rumeurs qui circulent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en septembre 2021, l'Institut national de la santé des États-Unis a alloué 1,67 million à 5 institutions de recherche pour qu'elles fouillent davantage là, cette question-là. Donc, on pourrait avoir bientôt des études sur lesquelles revenir et en parler dans le cadre de cette émission-là. Oui, tout à fait. Donc, ben écoute, Kathleen, merci pour ta présence en studio aujourd'hui. Donc, pour lire l'article de Kathleen sur la synchronisation des menstruations et les autres articles auxquels on a fait référence, rendez-vous sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que cet épisode vous a plu. Le balado est réalisé par Félix Charret, à l'animation Ève Baudin, et c'est une production de l'agence Science Presse.